J'ai l'honneur et le grand plaisir de partager avec vous le rapport du Black Feminist Fund, le Fonds des féministes noirs. Chers amis, chères sœurs, je vous rappelle, notez, écrivez et retenez. Ce n'est pas simplement un rapport, c'est une provocation et c'est un appel à l'action. Alors, il y a eu deux femmes, deux féministes, Akima Abbas, qui nous a fait l'honneur de venir ce matin, et Tanesha McHarris, qui vit aux États-Unis. Deux féministes noires qui ont initié le Fonds des féministes noirs à partir de leur propre interrogation, de l'état de financement des organisations de femmes, des organisations féministes, mais spécifiquement des organisations de féministes noirs. Elles ont dit, mais où est l'argent pour les organisations de féministes noirs? Question posée. Je vous le dis, je vous le répète, ceci n'est pas seulement un rapport, c'est une provocation et un appel à l'action. Et elles ont agi. Comment elles ont agi? Elles ont mis ensemble les compétences de 5 féministes africaines, noires, engagées, dotées d'une diversité d'expertise pour élaborer, n'est-ce pas, ce rapport. Comment le rapport a été élaboré? D'abord, nous avons procédé à une revue de la documentation. Quand on dit où est l'argent, il faut aller à la source de l'argent. Il faut interroger la philanthropie. Il faut interroger les organisations d'où part l'argent. Mais quand on dit que l'argent part d'ici, il faut savoir par où cet argent passe, où arrive cet argent et à quoi cet argent va servir. Quelles sont les transformations, quels sont les changements auxquels cet argent donc, a aidé à arriver. Et nous avons secoué le cocotier de la philanthropie. Nous avons secoué le cocotier de la philanthropie. Et qu'est-ce qui est tombé du cocotier? Ce qui est tombé, c'est la précarité. La précarité des groupes, des organisations et des mouvements féministes à travers le monde. Parce que autant la revue de la documentation que les interviews et les questionnaires qui ont été administrés l'ont été en Afrique, évidemment, quand on parle de féminisme noir, la base, la source, l'origine, c'est l'Afrique. Mais nous avons aussi interrogé la diaspora de l'Afrique parce que du fait de notre trajectoire historique, notre peuple s'est disséminé à travers le monde. Nous avons interrogé des organisations féministes aux États-Unis, en Europe, au Pacifique, jusque dans les Caraïbes. Et la réponse a été la même. Nous sommes sous-financés. Quelle est ici la féministe, la militante, l'activiste dont l'organisation dit « J'ai reçu trop de financement, maintenant je n'en veux plus. » Levez le doigt. Je n'en vois pas. Et nous aurons beau chercher, nous n'en trouverons pas parmi les mouvements de féministes noirs. Alors, nous avons interrogé plus de 400 organisations. 61% des organisations féministes noires ont un budget annuel inférieur à 50 000 $ américains. Inférieur, 61%. 59% des organisations féministes noires n'ont jamais reçu de financement de base. Les financements, c'est pour un projet, c'est pour des activités, c'est pour un forum, c'est pour une sensibilisation, c'est pour une caravane, mais pas de financement de base qui permettent la construction de mouvements, la construction d'une organisation, son institutionnalisation, son développement, son agrandissement et sa pérennité. On voit également 75% des groupes féministes reçoivent la majorité de leur financement sous forme de projets spécifiques, comme je viens de dire.
et que 53% des organisations et groupes féministes ne disposaient pas de projet pour l'année prochaine. Cela veut dire qu'elles sont en situation de survie. Elles sont en situation, un sempiternel stress financier. C'est ça que nous vivons, n'est-ce pas? Alors, et pendant ce temps-là, après avoir étudié les documents des structures philanthropiques, on s'est rendu compte que d'importants financements servent à contrer les droits humains des femmes et des personnes LGBTQI, à l'avantage de programmes ultra-conservateurs, de programmes fondamentalistes et patriarcaux. Et l'étude a montré que, entre 2013 et 2017, le mouvement anti-genre a reçu 3,7 milliards de dollars de financement. 3,7 milliards de dollars de financement en 3 ans. Pendant ce temps-là, nous nous ramons, nous galérons, nous avons soif, nous avons faim, et nous rêvons d'un monde meilleur. Comment est-ce que la philanthropie, comment est-ce que les bailleurs de fonds veulent qu'avec des moyens extrêmement réduits, qu'avec des miettes, que nous puissions déraciner un arbre dont les racines plongent au plus profond de nos substrats culturels, de nos économies, de nos identités, de nos histoires. Comment est-ce que les organisations philanthropiques voudraient que nous puissions transformer les sociétés actuelles, pétries d'injustice, pétries d'ostracisme, avec des moyens si peu? Alors, et pendant ce temps, le mouvement anti-genre reçoit des milliards et des milliards de dollars. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vivable. Écrivez et retenez bien, ce n'est pas seulement un rapport, c'est une provocation. C'est aussi une mise en accusation. Et quel est le verdict? Coupable. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand nous parlons de racisme, en général, nous pensons à des relations, soit entre États ou bien à des relations interpersonnelles. Mais le racisme va jusque dans le financement. La colonisation, la domination va jusque dans le financement. D'où viennent les fonds que nous utilisons? D'où viennent les fonds que nous utilisons? Nous devons aussi nous poser cette question. Comment générer de façon endogène, quel que soit notre niveau de faiblesse, comment générer des fonds autonomes, comment générer des fonds propres? Et ça, on y reviendra. Dans la philanthropie, on se rend compte qu'il y a des causes qui sont plus financées que d'autres causes. Quand tu dis les droits de ceci, les droits des femmes, voilà, on dit, oui, tu peux avoir de l'argent. Tu parles des droits des travailleuses du sexe, on dit, ah, ça, puisque c'est interdit, est-ce qu'on ne peut pas... Mais là, on peut financer des organisations qui travaillent pour que les travailleuses du sexe cessent d'être des travailleuses du sexe et deviennent des travailleuses, entre guillemets, respectables. Je ne voudrais pas, on n'a pas le temps, sinon je me serais permise une digression sur le mariage en tant que prostitution légalisée, comme le définissait Karl Marx. Mais je ne peux pas me permettre cette digression-là. Et d'ailleurs, regardez Fabiola me dit. Alors, les causes concernant les droits reproductifs, regardez le cas aux États-Unis. Comment est-ce que le droit à l'avortement, comment est-ce que le droit au choix de la maternité est en train de régresser? Et si ça régresse aux États-Unis, mais que dira-t-on? Qu'en dira-t-on, n'est-ce pas, dans nos pays, où aujourd'hui, il y a la question de l'avortement, de l'intervention volontaire de la grossesse. Pause. L'intervention volontaire de la grossesse, c'est une catégorie de classe. Il faudrait que nous en fassions pas seulement une analyse droit des femmes, mais une analyse de classe. Qui est-ce qui meurt
en cas d'intervention de grossesse. Une femme qui est riche, elle va en clinique, on lui met la musique douce, on lui caresse la tête, on lui met du vernis, et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui est en train, n'est-ce pas, de lui enlever la grossesse dont elle ne veut pas. Et après, elle sort, elle va en vacances ou elle va faire son shopping, voilà, elle en a fini. Mais une femme qui ne dispose pas de ses moyens, elle fait comment? Elle va se souvenir que, ah, j'avais entendu la mère de la cousine de la tante de ma voisine avait dit que telle herbe, quand tu prends ça et que tu mélanges avec telle autre herbe, que cela peut interrompre ma grossesse. Elle prend ça et généralement, elle met sa vie en danger. Ou bien, elle va se faire avorter dans des conditions sanitaires, dans des conditions cliniques dramatiques, et elle perd la vie. C'est une question de classe. Une question de race et une question de classe. Et dans notre lutte féministe, nous oublions souvent ces dimensions-là. Parce que nous, en tant que féministes noirs, nous sommes le fruit de trajectoires historiques spécifiques, nées de l'esclavage, ne l'oublions pas, et qui a un impact encore sur notre militantisme. Nous sommes des pays sous domination néocoloniale, et ça a un impact sur notre militantisme, ne l'oublions pas. Nous sommes des pays en risque de recolonisation, parce qu'aujourd'hui, il y a une lutte au niveau international entre différents camps, Europe, États-Unis, Arabie, et au Sénégal, on veut faire de toutes les femmes sénégalaises, de tous les Sénégalais, des Arabes. Maintenant, quand tu salues quelqu'un, tu dis « Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ». Alors que nous avions notre « Jamanga fanane ». As-tu passé la nuit en paix? Jamanga yendo. As-tu passé la journée en paix? Nous avions ça. Et nous sommes en train de le perdre. Maintenant que dit, oh, tu es belle, machallah. Nous avions notre, ah, tu es belle, car. Ça m'a gâté guillemets. Je coupe, je reviens. Et donc, dans notre recherche, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un mythe à déconstruire. Le mythe que c'est l'Europe ou les États-Unis qui financent l'Afrique, c'est le contraire. L'exploitation de nos ressources nuit à nos luttes. L'utilisation de nos ressources nuit à nos luttes. Et ce sont des questions qui sont des questions éminemment féministes, des questions éminemment politiques. Les questions féministes ne se résument pas à la problématique des droits des femmes, mais ce sont aussi des questions sociales, des questions économiques auxquelles nous devons prêter une attention. Alors, mais on s'est rendu compte que dans cet appel à l'action, dans cette provocation, on s'est rendu compte qu'en fait les organisations de féministes à travers le monde sont de très belles organisations, sont des organisations fortes, des organisations résilientes, des organisations combattantes, des organisations qui arrivent à élaborer des stratégies alternatives pour leur propre financement. Et dans le rapport, qui est disponible dans le site de Black Feminist Fund, il y a une pléthore d'exemples. Il y a des organisations qui font des t-shirts et qui les vendent. Il y a des organisations qui font une compilation des talents techniques de leurs membres et qui font des prestations. Il y a des organisations qui même, tu vas nous représenter, on te donne 10 000 francs de per diem, tu prends les 5 000, les autres 5 000, tu verses dans la caisse de notre organisation. Parce que aussi, la main qui demande est toujours plus basse que la main qui donne. La main qui reçoit est toujours en dessous de la main qui donne. Et ce que nous avons cherché également à travers ce rapport, c'est de faire que, tout en continuant à demander, parce que ce sont ces conditions objectives que nous sommes en train de vivre, que nous puissions aussi de plus en plus élever notre main et cesser de plus en plus donc de demander. Et on s'est rendu compte qu'il y a des organisations qui arrivent à mobiliser des biens propres. Au Sénégal, je voudrais en citer 2. Et IPBF au Burkina est également sur cette voie. Comment mobiliser, comment générer des fonds propres.
Aujourd'hui, APROFES à Kaolack, c'est une organisation qui est partie d'une association sportive et culturelle où les hommes avaient le monopole, n'est-ce pas, du pouvoir. Elles sont sorties, elles ont créé une organisation, elles ont réussi à mobiliser des fonds propres. Aujourd'hui, APROFES a un restaurant qui produit de l'argent. APROFES a une auberge qui produit de l'argent. APROFES a son propre siège. Cela veut dire que nous devons interpeller nos partenaires pour leur dire qu'il ne suffit pas seulement de nous donner de l'argent pour nos activités, mais il faut nous donner de l'argent pour que nous puissions développer nos organisations, parce que c'est ça qui est durable, parce que c'est ça qui est pérenne. Alors, il y a un autre fait que nous avons remarqué en faisant cette étude. Nous avons parlé de la race. Même le lieu de vie constitue un élément de discrimination pour l'accès au financement. On s'est rendu compte que les pays africains, les féministes africaines vivant en Afrique recevaient le moyen de financement. Notez. Deuxièmement, on s'est rendu compte que parmi les féministes africaines qui recevaient le moyen de financement, la majorité utilisait quelle langue de travail? Français. Parmi les féministes africaines vivant en Afrique, qui parlent le français et qui recevaient le moyen de financement, la majorité vivent dans quelle région? Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Et c'est ça la réalité que nous vivons. Et c'est pourquoi Black Feminist Fund se dit il faut apporter un changement. Je ne vais pas faire une présentation du Black Feminist Fund. Vous entrez dans leur site, vous connaissez les mécanismes de financement, etc., etc. Mais ce que je voudrais seulement partager avec vous, ce sont ces résultats politiques donc, de cette étude. Et même parmi, si nous prenons, nous sommes arrivés à l'Afrique de l'Ouest francophone. En Afrique de l'Ouest francophone, oui, traditionnel, classique, qui reçoit plus de financement par rapport, par exemple, aux organisations de féministes qui travaillent sur la question des handicaps, qui travaillent sur la question des sexualités, qui travaillent sur la question de l'homosexualité. Et donc, même en notre sein, au sein des féministes noirs, il y a une hiérarchie. Et je pense que c'est une piste également de réflexion et d'action que de voir comment faire pour briser ces dichotomies qui existent, n'est-ce pas, au sein du mouvement donc, des féministes noirs. Alors, je vous le dis, et je le répète encore, ce n'est pas seulement un rapport. C'est une provocation, c'est un appel à l'action. À vos marques, prêtes, action. Merci Tata Awa, merci Dr Awa Fall.